En itinérance dans la 3e zone de défense, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est accompagné du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Chaligo Nzandourou. À son arrivée, il a présidé une séance de travail à huis clos au centre de coordination des opérations avant d'effectuer une visite d'inspection de plusieurs infrastructures militaires. La délégation s'est ensuite rendue au centre d'entraînement Baouma où le commandant du centre, le colonel Molengo, a présenté un briefing sectoriel au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Un an après sa précédente tournée dans cette région militaire, Maître Guy Kabombo Modianvita est revenu évaluer l'état d'avancement des actions entreprises et s'assurer de leur mise en œuvre effective. Je suis là pour contrôler et superviser, le cas échéant, sanctionner ce qui n'a pas été mis en place. Un responsable qui ne fait pas les contrôles, quel rapport va-t-il faire au commandant suprême? À Kisangani, le programme du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants prévoit notamment un briefing à l'état-major de la 3e zone de défense, la visite des sites stratégiques ainsi qu'une causerie morale avec les militaires stagiaires dans le cadre de renforcement des capacités. Engagé dans la mise en œuvre du trinôme FEC, formation, équipement et casernement, Maître Guy Kabombo Modianvita privilégie une approche inclusive axée sur la redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo et une vision chère au chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur avec les gouverneurs de province, Jacques Chabani, met en garde et dit, je cite, « Les querelles au sein des institutions provinciales ne seront plus tolérées. Il faut laisser la place à la cohésion au sein des institutions provinciales. » Boubou Anan Mokonti. Face aux animateurs des institutions provinciales, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, n'a pas mâché ses mots dans un ton ferme. Il a appelé à une gouvernance responsable, dénonçant les querelles intestines qui freinent le bon fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Le gouvernement de la République ne saurait dorénavant laisser les provinces sombrer dans un cycle d'ingouvernabilité sans fin. Pour ce faire, toutes les mesures fortes seront envisagées pour garantir la stabilité des provinces, y compris le recours aux prérogatives extrêmes prévues par la Constitution de la République démocratique du Congo dans ses articles 197, alinéas 7 et 8 et 198, alinéa 10. Dans un contexte marqué par l'instabilité récurrente à la tête des provinces, le numéro 1 de la territoriale exhorte les responsables provinciaux à privilégier l'intérêt général, socle d'un développement harmonieux et durable. La haute autorité nous a instruit de vous communiquer sa volonté et sa détermination à stabiliser les institutions provinciales en cette période où notre pays est confronté à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, dans l'ultime objectif de garantir la cohésion nationale et le développement intégral. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois au sens de responsabilité des uns et des autres, afin que tous s'engagent sur la voie de la cohésion nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Ces messages forts sonnent comme un avertissement. Le lutte de pouvoir doit céder la place à la cohésion et à l'efficacité, une exigence de rigueur saluée par plusieurs observateurs comme un pas vers la stabilité institutionnelle en République démocratique du Congo. C'en est fini avec la formation sur la réglementation des prix initiée à la demande du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba, une session destinée aux responsables des supermarchés qui a été clôturée par le secrétaire général Célestin Tuitiro Dibanda. 2 jours ont suffi pour les séminaires de sensibilisation à l'intention des responsables financiers de supermarchés sur la réglementation des prix sur les marchés congolais. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba, le secrétaire général à l'économie nationale Célestin Tuité, qui a présidé à la clôture, est revenu sur les recommandations d'application. L'objectif est d'assurer le respect du cadre réglementaire en matière de prix sur les marchés intérieurs. Le ministère s'est fait ce devoir de pouvoir vous dire comment est-ce que vous pouvez élaborer une structure de prix, quand est-ce que vous devez la transmettre, comment est-ce que vous pouvez élaborer les statistiques de production, d'importation et de vente, comment vous pouvez élaborer
ou transmettre les états financiers à quelle date au ministère de l'économie nationale? Comment est-ce que vous pouvez établir votre facture lorsque vous passez la transaction avec un client? Toutes ces matières vous ont été données, c'est pour que vous ne puissiez pas dire que non, ce qui nous intéresse, nous, c'est seulement le barème des sanctions. Le barème des sanctions, c'est une conséquence de ceux qui ne veulent pas respecter la réglementation économique et commerciale dans notre pays. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des missions de contrôle menées récemment dans le secteur et qui ont mis en lumière plusieurs manquements sanctionnés conformément à la loi. À travers ces séances pédagogiques, le gouvernement entend renforcer la responsabilité des opérateurs économiques. Le ministère de l'économie nationale reste engagé dans la protection du pouvoir d'achat et la promotion de la conformité aux règlements économiques. Inclusion sociale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou lance la vulgarisation du régime spécial de sécurité sociale pour policiers et militaires dans le Kwilu. Nadine Kiloucho, Cédric Kenina et Moké Maloma. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, poursuit la vulgarisation du régime spécial des sécurités sociales. Pendant son séjour à Kikwit, il a sensibilisé les militaires et policiers de la province du Kwilu sur leur intégration effective au système géré par la SENSAP. Le président de la République a émis le souhait de nous voir mettre en place un nouveau système de sécurité sociale qui ne laisse personne sur le carreau, personne au bord du chemin. Ça veut dire que, quel que vous soyez, vous êtes concerné. Et c'est l'État qui doit organiser tout ça, pour que chacun puisse avoir droit au chapitre le moment venu. L'ICAMA et Jean Ramotonios, accident de travail. Et les gens qui sont le plus exposés aux risques professionnels, ce sont les militaires et les policiers. Et donc, la branche des risques professionnels, accident de travail ou maladie professionnelle, vous concerne au premier chef. Dans une salle comble, le vice-premier ministre a expliqué les grandes lignes de cette réforme sociale d'envergure. Désormais, les forces de défense et de sécurité bénéficient d'une couverture sociale digne, prenant en compte les risques professionnels, la pension de retraite ainsi que les allocations pour les ayants droit. Le président de la République a demandé à ce que vous soyez sensibilisés partout où vous êtes, pour que vous soyez mis au courant que vous n'êtes plus des oubliés et que l'État va progressivement prendre en charge votre situation sociale pour que vous soyez placés dans des conditions psychologiques optimales. Les participants ont salué cette réforme longtemps attendue et ont promis de relayer l'information auprès de leurs unités respectives. Avec cette étape franchie à Kikwit, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir un État social fort au service de tous les agents publics, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment booster le processus de la digitalisation des droits de trafic maritime des lignes maritimes congolaises? Cette question était au cœur des échanges entre le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, les membres du conseil d'administration des MLC, de LMC et de la firme PAD Corporation. Les détails avec Pierre-Mbou Saïti. C'est sous la conduite du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo et de la ministre du Portefeuille, Julie Mbouichikou, qui se sont tenues du 3 au 4 novembre dernier, 2 séances de travail consacrées à l'examen du contrat liant le gouvernement de la République démocratique du Congo à la société PADES Corporation pour la digitalisation des droits du trafic maritime en République démocratique du Congo. Ces réunions, tenues au cabinet du vice-premier ministre des Transports à Kinshasa, ont réuni l'ensemble du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, LMC, société commerciale sous tutelle de l'État, ainsi que le comité directeur du PADES Corporation. Au centre des discussions figuraient les inquiétudes de LMC concernant la mise en œuvre du contrat signé avec PADES Corporation pour la digitalisation et la collecte des droits de trafic maritime. Nous avons revisité l'ensemble du processus. Nous avons reçu des engagements de la part du banc gouvernemental. Dans l'ensemble, nous gardons à l'esprit que les droits de trafic maritime dont il est question ici sont la propriété du gouvernement, qui les a concédés à son armement d'État, c'est-à-dire Ligne maritime congolaise, et qui continue à les concéder à Ligne maritime congolaise. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a rappelé que cette initiative s'inscrit également dans l'objectif du gouvernement d'accompagner
les lignes maritimes congolaises dans la reconstruction de sa flotte grâce à une gestion optimisée des droits de trafic maritime. À l'arrêt depuis plus d'un mois, la ville vit un noir de tous les diables. Elle est coupée du réseau électrique à la veille de la 13e conférence des gouverneurs. Cette panne générale qui paralyse habitants et commerces suscite l'inquiétude et la frustration. Ceci interpelle les autorités sur les solutions urgentes pour rétablir l'électricité et sécuriser le quotidien de la population. Depuis Bandundu, Jacques Kababa, notre envoyé spécial. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province de Kwilu, traverse une crise énergétique sans précédent depuis plus d'un mois. Une coupure générale d'électricité plonge la population dans l'obscurité, suscitant inquiétude et frustration. Cette panne est due à un dysfonctionnement sur la ligne de transport reliant Kinshasa à Bandundu. L'énergie consommée à Bandundu provient en effet du complexe hydroélectrique d'Inga, situé à près de 1000 km. Un acheminement qui dépend de multiples facteurs souvent perturbés par les aléas climatiques. Cette situation critique a des répercussions immédiates sur la vie quotidienne des habitants. La coupure du courant nous pose problème. Depuis un temps, nous avons des difficultés, surtout par rapport aux clients. Il n'y a pas assez de fréquentation. Nous sommes dans le noir. Ça nous pose un grand problème par rapport pour répondre aux besoins des clients. Et puis il y a plein de déclarations par rapport à ça. La Régie des eaux, société en charge de la distribution d'eau, ne peut plus assurer son service normalement, provoquant ainsi une pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville. Un véritable cercle vicieux qui affecte les ménages, les commerces et les services publics. Cette crise met en lumière les défis majeurs auxquels fait face les secteurs énergétiques en République démocratique du Congo, particulièrement dans les provinces éloignées des centres de production. Alors que le pays dispose d'un potentiel hydroélectrique immense, son exploitation et sa distribution efficiente restent un défi de taille pour les autorités compétentes. Et tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous consommons ici, même nos appareils fonctionnent avec l'électricité. Si il n'y a pas d'électricité, c'est que pour nous c'est un manque à gagner. Et on n'a plus de clients. Les clients ne veulent plus venir ici parce que les commerces vont s'habituer sans électricité. Il y a de l'électricité, de l'eau, donc nous sommes en train de peiner. Entre-temps, les habitants de Bandundu doivent composer avec cette situation difficile, espérant chaque jour voir la lumière revenir dans leur foyer. Une attente qui pour beaucoup devient de plus en plus pesante au fil des heures. La question qui se pose désormais est celle de la mise en place des solutions pérennes pour éviter que de telles crises ne se reproduisent à l'avenir. Nous venons de l'apprendre, cette panne est due au vol de 3 pylônes électriques de la SNEL qui alimentent les 3 provinces du Grand Bandundu. La pluie diluvienne qui s'est abattue dernièrement à Kinshasa a occasionné des inondations des grandes artères de la ville et a endommagé les travaux de voirie en pleine réhabilitation. Pour se rendre compte des dégâts, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, accompagné du ministre Eliezer Tambwe et du ministre provincial des Infrastructures Moulumba, s'est rendu au boulevard Triomphal et les environs où les eaux de ruissellement ont endommagé les travaux de désengorgement et de construction de nouveaux ponts sur ces sites. Le constat fait par les ministres est que les constructions anarchiques sont à la base des bouchages des caniveaux et des collecteurs. Ils comptent prendre des mesures idoines pour la démolition de ces constructions anarchiques. Kinshasa est notre capitale. C'est une des 26 provinces. Et donc Kinshasa doit être traitée comme toutes les autres provinces. Nous sommes en état d'urgence dans les domaines des infrastructures. La première chose, c'est de remettre ce qui existait, rendre opérationnel. La deuxième chose, c'est continuer le programme de construction des nouvelles infrastructures lancé par le président de la République depuis 6 ans. Mais nous avons un problème de conduite d'eau causé par des constructions anarchiques. Au-delà des constructions anarchiques, nous avons des constructions sauvages. Et comme les gens se sont comportés de manière sauvage, nous allons démolir. Cette descente marque le début d'une campagne de tolérance zéro visant à assainir l'environnement urbain et à garantir l'efficacité des nouvelles infrastructures financées par l'État congolais.
Et cette nouvelle, contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux relative à la spoliation de la parcelle 6 numéro 2, avenue Mandarinier à la Gombe, le ministère de l'Urbanisme et Habitat tient à rappeler que la dite parcelle fait partie du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. L'avenue Kimwenza dans la commune de Kalam n'a plus rien d'une route. Entre l'église Saint-Gabriel et l'avenue Mbolé, en passant par les terrains Kanka, la route est dégradée, les caniveaux bouchés et la circulation est devenue difficile. Face à cette situation, le député national Lambert Osango, élu de la Funa, est descendu sur les terrains. Accompagné d'une équipe de l'Office des voiries et drainage OVD, notamment la brigade d'inspection routière de la direction provinciale de Kinshasa. Il est venu constater les dégâts. Très attentif aux doléances de la population, lui a promis de plaidoyer auprès des autorités compétentes pour le lancement rapide des travaux. Il a aussi chargé les ingénieurs de l'OVD d'élaborer un devis technique en vue de financer les premiers travaux sur fonds propres. Lambert Osango s'est ensuite rendu sur le site de la passerelle effondrée reliant les quartiers Yolocide et quartier Kimbangu. Accueilli en triomphe par les habitants. Surnommé Double Brassard, il a réaffirmé son engagement à mobiliser les ministres des Infrastructures et Travaux publics pour les réhabilitations complètes de l'avenue Kimwenza. Nous avons vu, nous allons faire rapport à nos autorités, faire le devis y afférent par rapport à la passerelle et à la chaussée. Maintenant, c'est aux autorités de voir comment disposer les moyens pour que nous puissions intervenir. Un geste salué par la population qui espère enfin voir renaître cette voie d'importance capitale pour la commune de Kalam. Vous venez de suivre l'état critique de l'avenue Kimwenza et l'effondrement de la passerelle reliant le Yolo Sud à Kimbangu. Le député national Lambert Osango s'est rendu sur le terrain. Bon, nous l'avions dit à l'entame de ce journal, l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Le Sénat a examiné hier la question d'actualité sur la situation économique sous la conduite du speaker Jean-Michel Sama Lukonde, Janine Kalinga et Julien Piana. Le Sénat, sous la conduite de son président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, examiné au cours d'une plénière la question d'actualité du sénateur Janvier Michakasiwa, adressée au vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Cette question était centrée sur l'appréciation actuelle du franc congolais par rapport au dollar américain. Le sénateur Micha s'est dit préoccupé par le fait que l'appréciation du franc congolais est constatée sur le marché des changes pendant que la population perd le pouvoir d'achat. Il était par ailleurs question de savoir le mécanisme mis en place par le gouvernement et la Banque centrale pour aboutir à cette appréciation de la monnaie nationale face à la devise étrangère qui est le dollar américain. Le vice-premier ministre en charge de l'économie s'est largement étalé sur les mesures économiques importantes prises par le gouvernement pour que la monnaie nationale connaisse une appréciation face au dollar. Les sénateurs, dans leur majorité, ont émis le vœu que les mesures mises en place aient l'impact positif sur les vécus quotidiens des ménages congolais, notamment en termes du pouvoir d'achat. Au cours de cette même plénière, les sénateurs ont abordé la problématique de 2 projets de loi portant création de l'Ordre national des héros nationaux et de l'Ordre national du léopard. Ces projets de loi ont été confiés à la commission PAJ-DH qui devra présenter le rapport final y afférent lors de la prochaine plénière avant que les sénateurs ne procèdent à l'adoption. Kinshasa, au cœur des enjeux miniers. Hier, la capitale congolaise a accueilli la 7e conférence annuelle du Glencore, un rendez-vous stratégique où s'échangent idées, normes et perspectives pour l'avenir du secteur minier national. Et la première ministre Judith Suminwa a pris part à cet événement. Emmanuela Commissaire, Chimendondo et Djoko. Merci. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la volonté du gouvernement d'assainir le climat des affaires. Devant les acteurs du secteur minier réunis à l'occasion de la 7e conférence annuelle des Glencore, Judith Suminwa Tuluka a défendu les réformes destinées à renforcer la transparence et à attirer davantage d'investissements en République démocratique du Congo. En tant que gouvernement et sur base des engagements du chef de l'État, nous avons décidé que nous voulons aller sur la diversification de notre économie,
Nous voulons aller sur la transformation locale. Pourquoi? Parce que nous voulons créer de l'emploi. Une population estimée à 120 millions d'habitants, dont 70% sont des jeunes. Il faut leur créer de l'emploi. Et ces emplois-là, ce n'est pas le secteur public qui va les donner à nos jeunes, c'est le secteur privé. Et pour que le secteur privé puisse créer des emplois, c'est comment on s'assure qu'on a un climat des affaires qui va permettre à tout Congolais qui veut investir ou tout étranger qui veut investir en République démocratique du Congo, quels sont les mécanismes qu'on leur offre pour assurer qu'ils puissent investir dans des conditions les plus adéquates. De son côté, Glencore a réaffirmé son engagement à bâtir une industrie minière responsable et durable au service du développement du pays. Nous continuons à investir massivement dans la formation afin de renforcer les compétences et l'expertise locale, avec l'ambition d'exporter un jour non seulement le cuivre et le cobalt extraits de manière la plus responsable sur le marché, mais aussi les meilleurs talents miniers du monde. En rassemblant décideurs, investisseurs et représentants des communautés, cette conférence illustre la volonté commune de faire du secteur minier un moteur de croissance inclusive pour la RDC. Kinshasa obtient un feu vert du FMI après 2 semaines d'évaluation. Le Fonds monétaire international salue la rigueur budgétaire et les réformes du gouvernement. Conséquence, un appui de 400 millions de dollars pour soutenir l'économie nationale. Sylvie Moembo. C'est un second et dernier round avant la transmission du rapport général au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Cette réunion de la troïka politique consacrée à la 2e revue du programme Facilité élargie de crédit présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba Lekunde Libotaï illustre la détermination du gouvernement à assurer le suivi rigoureux des réformes économiques en cours et à maintenir le pays sur la voie de la discipline financière. Selon le coordonnateur du comité de suivi des réformes du ministère des Finances, Félicien Moulenda, l'évaluation du programme est globalement positive. La mission du FMI a constaté que l'ensemble des engagements qui avaient été pris sont globalement réalisés. Tout en saluant ces avancées, la mission a relevé certains points d'attention relatifs, notamment à la soutenabilité future de la masse salariale et à la nécessité d'accroître davantage les recettes intérieures. Il a également été convenu que 4 ministères pilotes, développement rural, éducation, santé et infrastructure commenceront l'exécution directe de leur budget de l'année prochaine avant l'extension du mécanisme aux autres ministères à partir de septembre, conformément à la feuille de route arrêtée pour l'opérationnalisation de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses publiques. Le ministre des Finances a réitéré la gratitude du gouvernement à l'endroit de l'équipe du FMI pour son engagement et son accompagnement constant dans la mise en œuvre des réformes publiques sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Course au perchoir, le président de l'Assemblée nationale sera connu le 13 novembre, date des élections. La campagne est prévue du 4 au 6 novembre. Ce calendrier a été rendu public par le rapporteur Jacques Njoli. On l'écoute. Nous présentons un calendrier qui prend effet à la date de mardi 4 novembre 2025 et nous avons 3 jours conformément à l'article 27 du règlement intérieur, 72 heures pour recevoir, n'est-ce pas, les candidatures. À partir du samedi, les dossiers seront soumis à la commission technique qui a été aussi mise en place par décision du bureau. Ici est de noter que les dossiers des candidatures sont présentés par la majorité et par l'opposition compte tenu du prescrit de la Constitution, plus précisément de l'article par un parti, par un groupe ou pour un indépendant. Donc les candidats indépendants peuvent présenter leur candidature. Le lundi 10 novembre, il y aura publication de la liste des candidatures retenues. Et le mardi 11 et 12 novembre, nous aurons la campagne électorale. Le vote interviendra donc le jeudi 13 novembre 2025 à partir des 13h.
C'est donc au cours de cette journée, cette plénière solennelle, que nous allons auditionner les messages des candidats retenus et ensuite nous allons élire les présidents et les rapporteurs adjoints du bureau. Il s'en suivra l'installation de ces deux membres, le département du président. Elles étaient de noir vêtues en hommage aux victimes de l'Est du pays. Elles ont réaffirmé que la RDC est une et indivisible. Les femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, pour les 15 ans d'existence de leur parti politique, sous la houlette de la présidente Claudine Ndoussi, ont effectué un grand rassemblement. Ils ont battu le pavé jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo, Guélor Kimpianga. À l'occasion du 15e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, la Ligue des femmes du parti a organisé un rassemblement au terrain Comète à Lingwala. Vêtues toutes de noir, signe de deuil pour les victimes de l'Est du pays. Elles ont réaffirmé un message fort. La RDC est une et indivisible. La présidente de la Ligue des femmes de la FDC, Claudine Ndoussi Mwankembe, a salué la détermination de l'autorité morale du parti, Modeste Bahati Lukwebo, à faire asseoir la FDC sur l'ensemble du territoire national et à l'international, positionnant aujourd'hui le parti comme la deuxième force de la majorité présidentielle. Le secrétaire général du parti, Guy Richard Malonga, et le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, ont assisté à cette célébration qui était également une occasion pour la Ligue des femmes de réitérer son engagement à promouvoir la loi sur la lutte contre la violence domestique, initiative portée par le deuxième vice-président du Sénat. Nous réclamons l'application de la résolution 2773 et nous demandons à la communauté internationale ainsi qu'à la population congolaise de nous accompagner dans cette démarche ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vaincrons. Pour honorer la mémoire des millions de victimes de l'Est du pays et soutenir les populations affectées, les mamans de l'FDC ont battu le pavé jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où une messe d'action de grâce a été célébrée en présence de son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et des centaines de cadres, militants et sympathisants venus exprimer leur gratitude à Dieu pour tous les bienfaits réalisés en faveur de leur formation politique. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, vient d'entamer une mission stratégique à Kisangani dans la Tchopo pour renforcer et moderniser la 3e zone de défense au cœur des efforts de redynamisation des FARDC. Je reste Fungi. Veille de la rentrée académique 2025-2026, le personnel scientifique des universités du Grand Kassai, de l'Omami, du Tanganyika, de l'Alaba et du Haut-Katanga s'est formé aux méthodes d'enseignement à l'ère du numérique. Angèle Mabialalondo. Ce séminaire de pédagogie universitaire a regroupé le personnel scientifique de l'enseignement supérieur et universitaire venu du Grand Kassai, du Lualaba, de l'Omami, du Katanga, du Tanganyika et du Haut-Katanga. Pédagogie universitaire et la recherche à l'ère de l'intelligence artificielle, thème retenu à ces séminaires organisés par l'université de Lubumbashi. Plus de 5 sous-thèmes ont été décortiqués par d'éminents professeurs des universités, au bénéfice des assistants et chefs des travaux pour une pratique pédagogique responsable. Le président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire du Haut-Katanga, le recteur de l'INULU, le professeur ordinaire Kishiba Afitoula précise. Je souhaite que vous soyez ouverts aux données et aux possibilités d'ouverture de notre université sur d'autres universités. Et donc soyez curieux, il est possible qu'à partir de ce créneau, vous débouchez sur des résultats qui plaisent à un avenir radieux comme scientifique, comme chercheur, comme enseignant. Plus que jamais, les universités de la RDC sont ouvertes au monde. Prenez votre part dans cet espace d'ouverture. Cette rencontre scientifique a eu lieu en présence des membres du comité de gestion de l'INULU et des délégués de la ministre de tutelle.
Et parlons à présent de cette conférence de haut niveau sur le 20 ans de l'évolution du secteur financier en République démocratique du Congo qui s'est tenue hier mercredi à Kinshasa, en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre d'État en charge du plan. Les détails avec Malou Mbela. Au cours de cet échange de haut niveau autour des 20 ans d'évolution du secteur financier de la RDC, les experts dans la finance et la digitalisation des services ont passé au peigne fin les avancées significatives dans le secteur. Les interventions des uns et des autres ont démontré que le secteur financier en République démocratique du Congo joue un rôle prépondérant et important sur la performance économique. 20 ans après, il a le vent en poupe, malgré qu'il y a encore des défis majeurs à relever pour atteindre l'inclusion financière, comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons mené cette étude pour tirer des leçons afin de mieux projeter les 20 prochaines années. Et cette étude a permis au FPM aujourd'hui de noter premièrement qu'il y a la digitalisation qui a joué un rôle majeur pour améliorer les taux d'inclusion financière. Au-delà de ça, il y a toujours des barrières structurelles, notamment l'absence de pièces d'identité pour avoir des KYC alignés aux meilleurs standards. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, l'absence de crédit bureau, de centrales de crédit pour s'assurer de suivre le surendettement des entrepreneurs. Et aussi, on a noté la concentration des activités financières dans l'ensemble du pays, comparé à d'autres provinces, comparé à d'autres villes. Avec 17 ans d'expérience dans le secteur financier dans son parcours, Patrick Congo, DG du FPM, a acquis une expérience redoutable qu'il a partagée aux côtés de ses pairs. Le livre blanc du FPM, qui contient toutes les priorités stratégiques, démontre qu'un cadre réglementaire s'impose pour accélérer l'inclusion financière. La représentante du ministre d'État en charge du plan à ces forums, Madame Nina Massangou, a évoqué les efforts du gouvernement. Et ce qu'il est important de retenir, c'est la nécessité pour le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, notamment dans le cadre des travaux de revue du plan national stratégique de développement et de mise en place d'un cadre de financement intégré de ce développement-là, qui est d'ailleurs une des recommandations de l'étude. Parlons justice avec le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui a signé un partenariat judiciaire avec la procureure fédérale belge Anne Francer pour la lutte contre la délinquance financière. Cédric Enina, Yvette Makuntima et Fiston Mavignana. Des retours d'une mission officielle en Chine, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a reçu une délégation de magistrats belges conduite par Anne Fransen, procureur fédéral du Royaume de Belgique. Au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération judiciaire entre la RDC et la Belgique. Gouvernance financière, lutte contre la corruption, audit des institutions publiques. Ces échanges ont été riches et stratégiques. Donc nous avons longuement discuté, échangé beaucoup d'informations et dans un deuxième temps, nous avons discuté des dossiers concrets. C'est-à-dire nous avons parcouru un ensemble de dossiers pour discuter par dossier la meilleure piste à suivre au niveau de la continuation d'enquête. Et ça dans les deux sens. Il ne s'agit pas uniquement de dossiers du parquet fédéral en Belgique ou de procureurs locaux en Belgique. Il s'agissait aussi de discuter comment nous, au niveau de la coopération internationale, on peut aider les autorités judiciaires ici dans votre pays. Les deux parties ont salué la convergence de vues sur la nécessité de mettre en place des mécanismes modernes de prévention et de répression des infractions économiques et financières. Des actions conjointes sont envisagées, formation spécialisée, échange d'experts et harmonisation de bonnes pratiques judiciaires. Un partenariat qui s'annonce donc prometteur. Et parlons à présent de l'évolution de ce projet de chemin de fer Tanzanie-RDC-Burundi avec Robert Ndaïtissé.
Le projet conjoint des chemins de fer électrifiés à écartement standard Tanzanie-Burundi RDC est en phase 3. Une belle initiative des 3 chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Samia Suluhu de la Tanzanie pour renforcer les infrastructures de transport en Afrique de l'Est. En Tanzanie, ce projet est une réalité. À Kindu, les experts du Burundi et de la République démocratique du Congo sont en mission d'évaluation pour finaliser les 6 rapports pour des études de faisabilité dont le coût est estimé à 3,814,424 milliards de dollars américains. La construction de ce chemin de fer est saluée par la population et les opérateurs économiques du Maniema car elle améliorera l'accès au marché et facilitera les commerces entre les 3 pays. Le souhait, c'est que le projet soit réalisé, parce que cela aidera le développement de la province du Maniema. Dans son intervention ce mardi 4 novembre 2025, lors de la 2e conférence sur le mine, le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Florie Okandio, est revenu largement sur les défis et les opportunités liées à ce projet régional. Le paiement de la totalité de sa cotisation pour ce projet témoigne l'engagement de la République démocratique du Congo et du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de voir aboutir cet ambitieux projet. Nous devons féliciter et remercier son Excellence Monsieur le Président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ordonné le paiement de la totalité des cotisations de la RDC. Maître Florie Okandio a évoqué les retombées potentielles de ce projet sur les économies des 2 pays, le Burundi et la République démocratique du Congo. Avant de quitter Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, les consultants et les experts de 2 pays mettent la dernière main sur le rapport à présenter lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Et l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration ouvre une station provinciale à Lubumbashi, renforçant ainsi sa coordination dans le Haut-Katanga. Gaëtan Magalano. Un mausolée pour perpétuer la mémoire d'un homme d'État exemplaire. 4 ans après sa disparition, le souvenir d'Henri Kitenge-Yesu demeure vivace dans le cœur et les esprits. À la nécropole, entre terre et ciel, un mausolée surmonté d'un buste a été inauguré en son honneur en présence de sa famille et de plusieurs personnalités politiques. Figure respectée de la République, ce grand serviteur de l'État était connu pour sa sagesse, sa loyauté et son inlassable engagement pour la paix et l'unité nationale. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le coordonnateur général des forces politiques alliées de l'IDPS, Élisée Bokoumana, a salué la mémoire d'un modèle d'intégrité et bâtisseur de paix. En ces jours, ici, envie de pouvoir honorer celui qui a été l'icône, celui qui a été un repère pour les FPAI, celui qui a été un père. La famille, par la voix de Patrick Kitenge, a exprimé sa reconnaissance envers le chef de l'État et les organisateurs pour cet hommage empreint de solennité. À travers cette initiative, des FPAU, c'est l'héritage d'un homme d'État visionnaire, ancien haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État qui est célébré. Son parcours restera une source d'inspiration pour les générations futures. Nadine Yango nous a rejoint sur ce plateau pour le fact-checking. Nadine, bonsoir. Bonsoir Sandra. Un seul sujet, la Banque centrale du Congo clarifie et les informations erronées et fallacieuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Pas de baisse des recettes publiques, Nadine. Oui Sandra, les chiffres officiels sont sans équivoque et les graphiques dont le communiqué de l'Institut d'émission est éloquent. Selon les recettes publiques, les taux d'échange publiés à la Banque centrale du Congo en termes de milliards révèle qu'au mois d'octobre, 23 milliards à 727 des assignations de recettes publiques et des 22 milliards 82,4 et les taux de change du dollar en francs congolais est de 2247,9 pour un dollar américain. La Banque centrale du Congo invite donc les grands publics à se référer aux données réelles plutôt qu'à de rumeurs et spéculations relayées par des personnes ou médias dépourvus de toute base statistique. Justement, donc on va dire et préciser qu'il n'y a pas de baisse, il s'observe plutôt une plus-value des recettes publiques. Oui Sandra, l'appréciation du franc congolais constitue une évolution positive, bénéfique pour notre économie. Nadine.